Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La semaine dernière, on a abordé avec Éric Marcelli sa démarche pour que la Réunion quitte la communauté économique européenne. Bonsoir Éric Marcelli. Bonsoir. J'ai vu l'actualité au niveau national et international. Les Pays-Bas vont poser la question. Apparemment, c'est un des projets du nouveau Premier ministre qui a été élu récemment, Oui. Premier ministre ultra-droite, qui va faire un référendum aux Pays-Bas pour savoir s'il faut quitter ou pas la communauté économique européenne. L'Europe actuellement n'est pas très Bien appréciée. assise. Pardon. Bien assise ou appréciée. On peut dire ça aussi apparemment. Alors, qu'est-ce qui, d'abord de manière générale, par rapport on va dire, à 90, la Réunion est devenue RUP en 92, Réunion ultra-périphérique, région ultra-périphérique Oui. en 92. Pour vous, ça a beaucoup changé, le lien entre la Réunion et l'Europe? Ben, on ne le voit pas directement parce que tout passe directement par Paris. Et les décisions sont prises non pas en fonction des besoins des agriculteurs, des pêcheurs, de ce qu'on a besoin sur l'île, puisque tout est filtré par Paris. Et Paris applique tout simplement les directives européennes. Paris n'a pas non plus son mot à dire vraiment. Aujourd'hui, ils sont 27 ou 28 pays. Je ne sais plus si c'est 25 ou 26 ou... 27. 27 toujours? Oui, 27 pour l'instant. Il y a toujours cette obligation d'appliquer la loi européenne, ne serait-ce qu'au niveau agricole. On voit que l'Europe a mis à mal un peu la souveraineté des pays. Mais l'Europe a mis à mal cette souveraineté, et puisque tous les pays doivent se référer en fonction de ce que l'Europe décide. On l'a vu très bien au niveau de l'agriculture, les quotas qui ont été imposés, notre agriculture qui était un fleuron dans le monde, et maintenant on n'est plus rien, puisque au niveau des agriculteurs, ça a beaucoup diminué. On le voit même ici à La Réunion. Je vois dans le coin à la Chaloupe Saint-Leu, où il y avait beaucoup de fermes laitières. Ils étaient à peu près plus d'une trentaine, je crois, en 1992. Et aujourd'hui, il doit rester 2 fermes. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les traités nationaux, là je parle de contrats avec les pays, par exemple, comme l'Amérique du Sud, comme des pays d'Amérique du Sud, ou des pays d'Asie, est-ce que ça a des conséquences sur la politique de l'Europe, sur ces régions? Bien sûr, puisqu'il y a des accords. Je vais prendre un accord très simple par rapport aux agrumes que nous produisons ici, puisqu'on n'a plus le droit de les exporter vers l'extérieur. Pourquoi? Apparemment, le litchi non plus, on ne pourra plus exporter, je pense. Parce qu'il y a des accords internationaux qui sont faits. Ouais. Et je veux prendre sur les agrumes et les mangues. Il y a des accords qui sont faits avec l'Espagne. C'est pour ça que nos agriculteurs, nous ici, nous ne pouvons plus exporter ou nous aurons du mal à exporter vers l'Europe ou ailleurs. Donc on nous impose des quotas, on nous impose des interdictions pour faire plaisir à d'autres pays. Mais surtout qu'à La Réunion, on est une terre très riche où tout pousse et on n'en fait pas bénéficier de cette richesse au peuple réunionnais. Alors que aussi bien au niveau de la pêche traditionnelle, l'agriculture, tout ça, on prend des coups dus à l'Europe parce qu'il y a des accords qui sont passés avec les pays internationaux. Alors, c'est une réalité. On se rend compte de plus en plus que l'agriculture européenne est en train de péricliter. Oui. Surtout en France, on voit qu'il y a des choses qui ne peuvent plus. On parle d'agriculture, mais la pêche a été encore un sujet récemment, surtout avec le Brexit, où le quota des Français ont encore été réduit. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, que la politique européenne n'a plus les mêmes effets qu'il y a 20-30 ans? Alors on va dire qu'il y a 20-30 ans, même plus, l'Union européenne a été construite pour la paix et la prospérité. Et aujourd'hui, c'est plus une Union européenne de capitalistes de connivence.
Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a beaucoup d'argent. Hein, et on est prêt à faire mourir les petites industries, les petits agriculteurs, tout simplement pour mettre en place les normes de l'Union européenne qui favorisent les grandes industries, tout simplement. Donc, à la limite, on veut faire mourir le petit, on veut faire mourir le citoyen. On va rappeler juste pour soi, c'est que une des raisons de la création de la communauté économique européenne, c'est que les États-Unis voulaient un marché pour pouvoir vendre ses produits. Oui. Aujourd'hui, même ce contrat-là n'a plus, non, n'a plus d'effet vraiment, quoi. Non. Leur produit, c'était surtout les armes. Ouais. C'était surtout les armes, il faut le dire, hein, puisqu'ils ont écoulé beaucoup d'armes contre l'Ukraine, ils écoulent beaucoup d'armes actuellement en Israël, ouais, même en Afrique et tout. Donc c'est ça leur produit, hein, parce que l'armement rapporte beaucoup d'argent. Et ils se sont basés là-dessus, puisque, il ne faut pas avoir peur de le dire, l'Union européenne actuellement est le 51e État des États-Unis. Ils ont la mainmise sur nous. La mainmise sur l'économie, sur les finances, la mainmise sur ce qui est l'agriculture, tout ce qu'on veut pour empêcher l'Union européenne d'avancer seule. Donc c'est les Américains qui nous commandent actuellement. Et nous ne devons pas avoir peur de le dire. Et tout ça, c'était prévu après la guerre. C'était prévu après la guerre, mais dans le développement, le problème, c'est, si on parle de la Réunion aujourd'hui, on le voit, De Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, voulait centraliser. Pas seulement décentraliser, surtout décoloniser. Décoloniser, oui. Parce que la décolonisation était nécessaire, mais De Gaulle ne le faisait pas parce qu'il voulait que l'Afrique se sépare de la France. Il voulait surtout ne pas avoir à dépenser la même somme d'argent pour entretenir l'empire, entre guillemets. D'accord ? Et les confettis de l'Empire, que sont les Antilles, la Guyane, la Réunion, la Polynésie, ça aussi, ça coûte de l'argent. Mais ça permet à la France de garder sa fameuse ZEE, la zone exclusive économique. Oui, et surtout, ça permet à la France d'être le deuxième pays les États-Unis maritime. Ouais. Donc c'est important. Plus que l'Europe. Donc c'est important pour ça aussi. On sait très bien. On dit que... Juste pour finir, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le contexte a changé, y compris avec la Réunion. Pourtant, la Réunion est devenue région ultra-périphérique en 1992. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, Éric Marcilly souhaite que la Réunion sorte de la CEE ? Si la Réunion sort de la CEE, nous allons pouvoir retrouver notre souveraineté. La France retrouvera la sienne aussi, déjà par la monnaie. Puisque un billet de 20 € aujourd'hui n'est pas le même qu'un billet de 20 € en Allemagne. N'a pas la même valeur, surtout. Et ça nous coûte cher aussi. Alors, juste pour dire, ce qui coûte cher, c'est la compensation. Je dis au mot populaire plus simple pour que les gens puissent comprendre. Okay. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Espagne, j'étais content avec mon billet de 20 €, je pouvais acheter plein de choses. Ouais. D'accord ? La même chose avec mon billet de 20 € en Allemagne, on ne peut pas acheter la même chose. Non. Donc c'est pour ça que nos touristes réunionnais, quand ils vont en Espagne, ils en profitent. Donc on voit bien la différence. En Espagne et au Portugal. Oui. D'accord ? Donc nous disions que pourquoi ce qui nous incite ? D'abord, le gros problème pour qu'on puisse sortir de cette Union européenne. Hein, l'Union européenne, pour moi, je reviens juste dessus, c'était quelque chose de bien au départ. Hein, mais pas cette Europe-là de capitaliste et de connivence. C'est pas ça. On aurait dû garder notre souveraineté, comme a fait la Suède, la Norvège et l'Angleterre. Notre souveraineté au niveau de notre argent. Comme ça, on aurait pu discuter et monnayer, parce que l'argent, ça a de la valeur, ça fait la différence. Et c'est ça qui crée comme je dis souvent, la différence, c'est entre vous et moi de ce qu'on pense. Parce qu'actuellement, on a mis tout le monde dans un même casier, tout le monde au niveau de l'euro. Et cet euro n'a pas la même valeur. On nous l'a imposé. Hein. Et on a de moins en moins aujourd'hui l'autorisation de penser, puisqu'on censure dès l'instant quelque chose est contre l'Union européenne. Mais on doit comprendre aujourd'hui que si on en est là aujourd'hui, c'est un peu notre faute à nous qui n'avons pas voté.
on est plus de 80% de Français qui ne vont pas voter aux élections européennes parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien. Et de plus en plus aux élections nationales ou locales. Donc tout ça fait en sorte que le citoyen s'intéresse de moins en moins à la politique. Déjà, est-ce qu'on l'a vraiment intéressé? Il s'intéresse de moins en moins à la politique, savoir comment que ça fonctionne. Et surtout, dit, avant ça fonctionnait comme ça, on était bien. Et aujourd'hui, c'est de mal en pire. C'est mal en pire parce que notre dette publique, elle a augmenté. Oui. Elle a augmenté cette dette publique. Donc ça fait que cette dette publique, on doit la rembourser aussi. Pas seulement, je veux dire que là où il y a quelque chose de très pervers, en fait, on creuse la dette publique dans chaque pays pour que ces pays soient, j'allais dire, toujours endettés et fragilisés par rapport aux institutions internationales et que ceux qui ont de l'argent puissent dire à chaque pays ce qu'eux, ils ont besoin ou ils veulent que le pays fasse pour eux. On va réduire ça à l'échelle locale. Hein. C'est exactement la même chose. On donne aux gens un minimum pour le travail par des différents contrats. D'accord ? Ils renouvellent leur contrat ou pas. Hein, tout simplement pour avoir quelque chose à manger tous les jours dans leur frigidaire. Hein, et en attendant, l'argent qui rentre à la réunion, qu'on donne à ces personnes sous contrat, ressort par ces grandes entreprises, hein, pour eux, tout simplement. C'est exactement la même chose, mais à l'échelle beaucoup plus élevée. Il y a ce qu'on appelle, ça devient maintenant ils s'en cachent même plus, c'est visible, surtout pour ceux qui s'intéressent. L'argent qui est donné, c'est pour des chefs d'entreprise bien précises. On le sait, la rentrée scolaire, oui. On sait que c'est pour, c'est pour acheter les cahiers. Et où est-ce qu'on achète les effets scolaires? Toujours au même endroit. Et ça va toujours au même patron. Tant mieux pour le patron, mais c'est dommage que cet argent-là ne profite au final qu'à ces mêmes personnes. Vous parlez des effets scolaires, mais là, on a Noël qui approche. On voit carrément au niveau des grandes surfaces, les embouteillages, les parkings sont pleins. Et on crie tout le temps, j'ai pas d'argent pour finir la fin du mois. Il y a quelque chose qui est antinomique, là. Et il y a une chose que je veux dire, mais tant mieux pour ceux qui vont en bénéficier. Et je ne vais pas être, je dirais, focus sur cette posture, mais les sous qu'on donne à des périodes bien différentes, oui. Ça profite toujours aux mêmes personnes, oui. Aux chefs, aux patrons de grandes surfaces, aux patrons de marques, aux fabricants de jouets, tant mieux pour eux, encore une fois, mais on voit que la stratégie mise en place, c'est que l'argent tourne toujours entre les mêmes personnes. Oui, et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire, la classe moyenne est touchée. Les gens qu'on se disait qu'ils étaient nantis, mais la classe moyenne est touchée aussi. Il n'y a pas simplement ce qu'on va dire les pauvres, mais la classe moyenne est énormément dans cet engrenage. Alors, pour sortir il y a le vote, bien sûr, mais il y a aussi, comme je parle aussi de notre monnaie, c'est important de la récupérer. Souvent, les personnes disent c'est pas possible de revenir au franc. En écoutant les économistes, économistes financiers tels que Charles Gave, que j'écoute souvent, il y a la possibilité de revenir au franc. Bien sûr, c'est normal qu'il y ait la possibilité. Si l'État décide, l'État peut le faire. Si l'État veut sortir de l'Europe, c'est pareil, c'est l'État qui décide. On a vu que les Anglais, à un moment donné, la population a voté pour la sortie de la communauté économique européenne. L'État a suivi. Oui. C'est pas eux, ils ont gardé leur monnaie de toute façon, la livre sterling. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout dépend de ce que la population veut. Alors, la présence d'Éric Marcelli n'est pas non plus innocente. En 2024, il va y avoir les élections européennes. Et vous serez candidat? Je serai certainement candidat sur une liste, oui. Ouais. Et oui. Une des démarches, c'est sortir cette fois-ci, sortir la France de la CE. Sortir la France de la CE. D'accord. Et apporter tout ce qu'il faut, une alternative de manière à ce que nous retrouvons un pouvoir d'achat pour la vie de tous les jours. Parce que c'est pas normal à l'heure d'aujourd'hui qu'un frigidaire soit vide le 15 de chaque mois. C'est pas normal. Même, je dirais qu'il est déjà vide avant le 15. Donc, et ça, c'est pour tout le monde, sauf bien sûr sur les personnes les plus riches. Je dirais aussi qu'il marchera aussi avec ce bouleversement.
ce changement, ce qu'il y a, c'est que le Français, tout comme le Réunionnais, a peur de sortir de l'Europe. Mais il faut voir aussi tous les inconvénients qu'on a eu aussi sur l'île de la Réunion avec cette Union européenne. Et notamment au niveau des contraintes. On voit aussi les zones maritimes. Hein. On a de plus en plus des zones qui sont restreintes. On a des zones qui sont restreintes au niveau du parc de l'UNESCO. On était content d'être dedans parce qu'on disait chouette le fric qui va arriver. Hein, mais on n'a pas vu tout ce qui était caché derrière. Ça fait qu'au niveau de la Réunion, maintenant, on a une bande sur laquelle on peut éventuellement construire, éventuellement pêcher, pas pêcher, mais que planter planter pour manger. Mais attention, il ne faut pas planter n'importe quoi, parce que sinon, ça va être plante invasive ou n'importe quoi. Et ce qu'on a interdit aussi, sur ces... D'ailleurs, on disait sur Maïdo dernièrement, on avait des fleurs jaunes. Les fleurs jaunes, on n'a plus le droit de les casser. Ah. Sinon, on a une amende. Tout ça, c'est des contraintes. Hein, Ah non, mais de toute façon, on l'a vu avec la création du parc national, les contraintes se sont ajoutées aux contraintes au fur et à mesure. Oui. Et les gens qui étaient pour au départ ont regretté cette farce. Cette farce européenne, parce qu'on nous a caché plein de choses et on continue à nous cacher. D'ailleurs, je vous dirais là-dessus, c'est qu'il y a un des européistes très connus qui était à la base de Paul Nanglet, je crois. Il nous a dit, on a menti à la population. Je ne dirais pas qu'on a menti à la population. Je dirais qu'on ne leur a pas dit toutes les conséquences d'une décision comme la création du parc national. On n'a pas tout dit. Et je ne dirais pas que c'est une farce. Au départ, quand c'était présenté, ça a vraiment été quelque chose que tout le monde voyait comme un plus qui allait amener, bien sûr, de l'argent, mais également donner un cachet. Ouais. Alors, c'est Paul Magnette, exactement, c'est un européiste. Donc, dans son manuel sur les institutions européennes, il dit « L'Europe serait le refuge des patries blessées et non le substitut aux patries en question. » Donc ça veut dire tout simplement ce qu'on vient de dire. On sera blessé, donc on va rentrer dans l'Europe pour avoir un minimum de quoi vivre. Il y a une chose aussi qu'on voulait, que dans la discussion qu'il y aura pour cette élection européenne, c'est est-ce qu'il fallait faire une Europe fédérale? Là est la question. Ouais. Là est la question. Ça aurait peut-être une Union européenne fédérale aurait peut-être marché mieux que celle-ci. Parce que chacun aurait peut-être gardé un peu de sa souveraineté. Ouais. Ouais. On s'est basé sur l'Union européenne avec le slogan, autrement dit, la paix, la prospérité, tout ira bien. Mais en fin de compte, c'est un déni qui est resté là-dessus. Et le fait de vouloir mettre tout le monde sur un même rang et qu'il n'y a pas une oreille qui dépasse, c'est peut-être ça la faiblesse de l'Europe aujourd'hui. Ben, quand on parle de paix, on voit ce qui s'est passé en Ukraine, dans les pays balkaniques, mais aussi avec les autres guerres extérieures du Moyen-Orient, ou même là, ce qui se passe actuellement avec l'Israël. Voilà. Donc, elle n'a pas apporté la paix. Elle n'a rien apporté de ce côté-là. Même des guerres intérieures qu'on subit tous les jours. Oui, mais encore une fois, on voit que ce n'est pas le cadre qui pose un problème. Le cadre ne pose pas vraiment un problème. C'est la façon où les choses évoluent que finalement, ce qui était bon au départ devient plutôt négatif, nocif, oui. voire pour certains. L'agriculture européenne est en train de... Elle s'est cassée la figure complètement. Péricliter. L'Espagne avait une très bonne agriculture, la Grèce, la France, l'Allemagne. Mais aujourd'hui, on voit bien que tous ces pays-là ont des difficultés. Mais il y a qui est derrière tout ça? Oui, mais ça, c'est clair. Tous les lobbying, hein, oui, de nos députés européens qui sont censés nous représenter n'ont aucune puissance là-bas. Oh, à la rigueur, je pourrais même dire qu'ils passent sur l'autre camp. Parce qu'on les invite, ils voyagent, ils sont dans de bels hôtels, ils font vraiment de beaux voyages. Après, est-ce qu'ils ont encore la force d'aller contre ces gens qui leur donnent... Les seules personnes qui ont le pouvoir, ce sont les commissaires européens, qui sont des personnes qui ont été nommées par le président pour qu'ils appliquent la politique européenne, tout simplement. On l'a vu très bien au niveau des
comment ça, des artisans, où soi-disant il y a une politique européenne, et on a tout fait pour que ce ne soit pas appliqué, hein, au niveau des URSSAF, au niveau de la CGSS, alors que ça aurait dû être appliqué. Oui. Ça aurait dû être appliqué, mais seulement les charges sociales... Oui, mais l'Europe n'a pas souhaité que ce soit appliqué. L'Europe a même pris une décision. Il y a eu une décision, l'Europe disait que chaque pays fait son choix. Oui, chaque pays fait son choix, mais il y a aussi que tous les articles de loi ou directives européennes ont la primauté. Oui, normalement. Vous voyez, tout ça, c'est ambigu. C'est plus crédible à un moment donné. Voilà. Donc, on se pose des questions. Mais revenons à nos moutons, si je peux faire un jeu de mots, si vous dire. Hein. Et ces personnes qui ne vont pas voter, il faudrait qu'ils aillent voter. Hein. C'est le peuple, pour le peuple, et tout est fait par le peuple. Hein. Donc le peuple doit voter, et s'il n'y a pas ces 3 conditions, ça ne sert à rien. Les référendums, vous voyez par exemple la Suisse, il y a beaucoup de référendums, peut-être il y en a trop, mais c'est le peuple Là, suisse. c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Exactement. Il n'y a pas de président, il y a un gouvernement de 7 personnes. D'accord, on n'a pas un roi, d'accord. Et ce gouvernement, il décide en fonction du peuple. Et s'il y a une mauvaise décision, ça peut arriver, mais c'est la faute du peuple. On ne va pas dire que c'est la faute d'un dirigeant ou autre. Et on devrait revenir à ça, à cette vraie démocratie participative. Oui. Alors, ce que je propose à Éric Marcely, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, c'est que l'année prochaine, on essaye de voir quel modèle possible avec ou sans l'Europe. Avec plaisir. D'accord. Merci Éric Marcely. Merci Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.